L'objectif de Lucien Favre, c'est d'amener Nice en Ligue des Champions dans 2 ans. Mais je crois qu'il a oublié qu'en Ligue 1, il y avait d'autres équipes que Nice. T'as Lens, t'as Rennes, t'as Marseille, t'as Lyon. Ça va être compliqué pour Nice d'être en Ligue des Champions dans 2 ans, je vous le dis. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler à chaud du match entre Nice et Marseille que je viens de voir, qui vient de se terminer. Marseille a gagné largement 3-0 contre Nice. 3-0, les buts ont été marqués en première mi-temps, doublé d'Alexis Sanchez et but de Nuno Tavares, encore son 3e but de la saison alors qu'il est piston gauche. Incroyable, mais surtout, ce qui m'a choqué dans ce match, dans ce derby de la Côte d'Azur, ce sont souvent des matchs assez serrés, on va dire, c'est que Marseille a dominé de la tête et des épaules cette équipe de Nice du début jusqu'à la fin du match, à tous les plans, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau technique, sur tous les plans, Marseille est largement au-dessus de Nice et c'est très inquiétant pour Nice qui a des ambitions européennes. Je vous l'ai dit, Favre veut amener Nice en Ligue des Champions dans 2 ans. Là, il va falloir vraiment recruter, faire quelque chose parce que le niveau de Nice est très très inquiétant depuis le début de saison. Ils ont énormément de mal à se qualifier pour les phases finales de la Conference League, qui est la C4, contre une équipe israélienne, Maccabi Tel Aviv. Donc ça situe peut-être le niveau de Nice, mais vraiment c'est très inquiétant pour les Niçois. Après, c'est pas si étonnant que Marseille gagne 3-0 finalement, puisque Marseille finalement fait un bon début de saison malgré les problèmes avec Tudor. D'ailleurs Tudor vient d'inscrire son nom dans la légende de l'Olympique de Marseille, puisque ça faisait des années, peut-être plus de 10 ans, que Marseille n'avait pas gagné, pas perdu du moins, ses 4 premiers matchs. La dernière fois que c'était le cas, c'était Elibop, il y a plus de 10 ans de ça, et donc on peut dire que Igor Tudor réussit son début de saison dans un contexte extrêmement compliqué pour lui. Donc chapeau à lui, et surtout moi ce que j'aime chez Igor Tudor ou chez Sampaoli la saison dernière, c'est que quand tu regardes Marseille, tu regardes une équipe avec du caractère et avec un vrai projet de jeu. Et c'est exactement tout le contraire du côté de Nice. Du côté de Nice, ça fait des années qu'on joue en 4-2-3-1. Les coachs se succèdent, Vieira, Galtier et maintenant Favre. Et on joue toujours en 4-2-3-1 et on n'a toujours aucun plan de jeu, en fait aucun projet de jeu. Moi je suis très déçu du début de saison de Lucien Favre, puisque j'ai l'impression de voir exactement la même équipe que l'année dernière. Et l'année dernière au niveau du jeu c'était le néant. On disait que c'était la faute de Galtier, on mettait tout sur les épaules de Galtier. Néanmoins Galtier il a réussi à amener Nice en finale de la Coupe de France, ce qui est pas mal, mais surtout on se rend compte que c'est peut-être pas Galtier le problème, puisque avec l'arrivée de Lucien Favre c'est exactement pareil, voire même moins bien que la saison dernière, alors qu'il y a eu des recrues. Quand on compare les deux effectifs, les deux 11, c'est pas si étonnant de ça de voir un 3-0 du côté d'Olympique de Marseille. Marseille a un meilleur effectif, Marseille a un bien meilleur 11 que l'OGC Nice. Regardez, si on compare un petit peu les deux pistons, on va dire les deux latéraux, Klose, incroyable. Je vous dis, lui, il va faire au moins 10 passes décisives en Ligue 1. C'est un super joueur qui a une qualité de centre exceptionnelle. Nuno Tavares, 3 buts depuis le début de saison, il a joué à Arsenal. Très très bon, très physique, très rapide et un sens du but indéniable. Quand on regarde du côté de Nice, qui c'est qu'ils ont? Melvin Barr, il est jeune et il n'a pas du tout le niveau de Nuno Tavares. Et Lotomba, que je trouve pas bon depuis qu'il est arrivé à Nice. En fait, je trouve que c'est un latéral très très moyen. Et quand on compare avec Jonathan Klaus, c'est absolument incomparable. Au niveau de la défense centrale, Nice, c'est Dante et Viti. Alors Viti, il a l'air plutôt technique, plutôt élégant, mais je l'ai vu que sur un match, donc on peut pas trop le juger. Par contre, Dante, ça devient compliqué. Dante, il a 39 ans. Ce qui est trompeur, c'est que Dante est très technique. Il perd pas de ballon, même sous pression. Il fait des bonnes passes, il fait des bonnes relances. Donc ça, sur l'aspect technique, c'est vrai que c'est beau à voir et tu te dis, ouais, il a toujours le niveau. Sauf que, au niveau physique et au niveau de la vitesse, il est complètement cramé, il est complètement à la rue. Et alors qu'en face, il avait un Alexis Sanchez qui est assez vieux, un Dimitri Payet qui est vieux aussi. Donc si tu lui mets un Mbappé, qu'est-ce qui va se passer pour Dante, tu vois? Donc Dante, je pense qu'il est plus au niveau de la Ligue 1. Au niveau physique, au niveau de la vitesse, c'est pas possible de défendre avec autant de handicap par rapport aux attaquants adverses. Donc je pense que Dante, même si techniquement c'est un des défenseurs centraux les plus techniques de Ligue 1 et avec celui qui a
une des plus belles relances de Ligue 1, mais au niveau de la vitesse, au niveau physique, c'est absolument plus possible. Finalement, les joueurs de Nice qui ont été au niveau de l'Olympique de Marseille, au niveau d'une équipe qui vise les places européennes, bah, c'était BK, qui le but contre le Maccabi Tel Aviv lui a donné énormément de confiance. C'est un très bon joueur avec beaucoup d'activité qui ressemble un peu à Kefren Turam, ils ont un petit peu le même profil. C'est des joueurs très dynamiques, beaucoup d'activités, qui sont bons techniquement, physiquement, ils sont bons aussi. Donc moi, BK, j'aime beaucoup. Pépé aussi, je trouve qu'il a fait un très bon match pour son premier match avec le l'OGC Nice. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon match. En plus, il tire les coups de pied arrêtés, donc ça, c'est très utile pour le club. Bah c'est tout. Moi, tous les autres, je les ai trouvés pas du tout au niveau. Rares, il est très jeune. Sur le deuxième but, il doit aller beaucoup plus vite sur Nuno Tavares. Il le laisse frapper. Il s'attend pas à ce qu'il frappe. Voilà, il est très jeune. Quand tu compares Ilié et en face Dimitri Payet, bah là pareil, il y a un écart important. Les deux 11, vraiment, il y a un écart abyssal en fait entre les deux 11 et c'est pas surprenant de voir Marseille finalement gagner 3-0. Il va vraiment falloir réagir, sauf que Nice, bah, il leur reste que 3-4 jours pour faire des recrues et c'est beaucoup trop tard. Je pense que Nice s'est dit, avec l'effectif qu'on a actuellement, on va viser les places européennes. Mais je suis désolé, quand tu vois jouer Lens, quand tu vois jouer même Rennes, qui a perdu contre Lens, mais c'est une équipe d'un très bon niveau et qui va monter en puissance au cours de la saison, quand tu vois Lille, qui joue super bien au ballon, qui a fait un très bon match contre Ajaccio, c'est pas possible. Moi je pense que Nice ne finira pas européen avec une équipe pareille. Et puis un mot sur Schmeichel. Moi je pense que Nice a complètement raté la gestion de ses gardiens. J'ai pas compris pourquoi ils ont laissé partir Benitez alors que Benitez, il a demandé la nationalité française, il est très attaché à la ville, ils l'ont laissé partir gratuitement. Ça, j'ai pas compris, je pense qu'il voulait rester. Pour derrière, faire un panic buy avec Schmeichel. Schmeichel, 35 ans, on voit que c'est compliqué pour lui. Sur les buts, il y a au moins 2 buts où il est fautif, 2 buts sur 3. Ça fait un peu beaucoup pour un gardien. Sur la frappe de Sanchez, j'ai pas compris. Ouais, il est surpris par la frappe de Sanchez, mais je sais pas, attends-toi à ce que Sanchez fasse une frappe soudaine en fait. En fait, il sort même pas en fait, et il saute pas, c'est-à-dire que il écarte les bras, c'est tout ce qu'il fait. Si tu tires sur lui ou si tu tires sur ses bras, bah, il va l'arrêter. Mais par contre, si tu tires un peu au-dessus de lui ou un peu petit filet, bah non, là, il va même pas chercher à plonger. Donc en fait, il sort avec les bras écartés, c'est tout. J'ai pas compris sa sortie. Et puis sur la frappe de Nuno Tavares, je suis désolé, mais lui aussi il est surpris. Il y est surpris. Lui aussi il est surpris. Il doit pas être surpris. Il sait que il doit savoir que Nuno Tavares peut frapper de là, peut frapper du droit, du gauche. Et il est surpris. Il met beaucoup de temps à aller au sol, je trouve. Et sur le troisième but, bah oui, il est fautif aussi, je trouve, parce que pareil, sur la frappe de Nuno Tavares, je crois, encore, ou de Sanchez peut-être, je sais plus. Il a dévié, mais il a dévié sur l'attaquant, on dirait un but PES. Il y a à un moment donné, les gardiens, il faut qu'ils captent les ballons, quoi. Parce que ça devient insupportable, tous ces gardiens qui ne captent plus aucun ballon. Moi, j'apprécie les gardiens qui essaient de capter le ballon. Là, la frappe, elle n'était pas très puissante, tu pouvais essayer de t'emparer du ballon plutôt que de la dévier. Tu sais très bien que si tu la dévies, et que tu la dévies dans l'axe, c'est un danger, en fait, pour ta défense. Donc, tente de la prendre, en fait. Je sais que les ballons sont différents d'il y a 15-20 ans, mais quand même, je pense qu'il aurait dû la capter et pas la dévier comme ça, ou alors la dévier beaucoup plus sur le côté et pas dans l'axe. Donc le gardien, il est fautif sur tous les buts. Je trouve peut-être pas le premier sur la frappe d'Alexis Sanchez, mais au moins sur les deux autres, ça c'est certain. Donc très inquiet pour cette recrue Schmeichel. C'est pas impossible que Bulka reprenne sa place, parce que Bulka, il a fait une très bonne pré-saison, et il a vécu un peu comme une injustice l'arrivée de Schmeichel. Donc voilà, donc quand il voit ce genre de prestation, Bulka, il doit se dire, il y a peut-être moyen de prendre ma place, et si jamais Schmeichel se fait piquer la place par Bulka, on pourra parler d'un énorme flop. Voilà ce que je peux dire pour Nice. Voilà, il y a des bons petits joueurs à Nice. Voilà, Alexis Claude Maurice, c'est un bon petit joueur de Ligue 1, mais en face t'as Sanchez, t'as Payet, t'as Gerson, t'as Guendouzi, c'est incomparable. Alexis Claude Maurice, c'est un attaquant c'est un milieu de terrain de équipe moyenne de Ligue 1. Peut-être même équipe bas Ligue 1, mais c'est pas un milieu de terrain d'une équipe qui vise les places européennes. Aujourd'hui, la Ligue 1 a un très gros niveau. Va jouer à Lens avec Alexis Claude Maurice, c'est un bon joueur, mais je suis désolé, Alexis Claude Maurice, si tu joues à Lens, il va se retrouver face à Seko Fofana, mais Seko Fofana, il va le manger à la petite cuillère.
Donc voilà, l'effectif de Nice, il est pas du tout taillé pour l'Europe aujourd'hui et je peux comprendre que Lucien Favre soit pas content. Un dernier mot sur Lucien Favre, on parle souvent des joueurs qui régressent dans leur carrière. Ça c'est normal, les joueurs régressent du fait de plein de paramètres, de leur âge, de leur hygiène de vie qui est plus la même, mais les coachs aussi régressent. Et moi je pense que Lucien Favre, il a régressé. C'est plus le même Lucien Favre qu'il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il a moins d'idées, qu'il est un peu plus mou, qu'il est peut-être un peu plus fatigué, il a peut-être moins envie. Je sais pas, mais je le sens pas pareil qu'il y a quelques années. Et en tout cas, au niveau tactique, moi je ne vois aucune patte Lucien Favre, je vois rien de particulier en fait. Je vois absolument la même équipe que l'année dernière, et ça c'est hyper décevant. Pour parler de Marseille, très très surpris de leur niveau de jeu. Ça me plaît parce que, comme je vous ai dit en intro, on sent qu'il y a un projet de jeu. Et il y a un truc où tu vois qu'il y a des choses qui sont très travaillées à l'entraînement, c'est les coups de pied arrêtés. Il y a des combinaisons qui sont faites sur coups de pied arrêtés, c'est très travaillé. Du côté de Nice, il n'y a rien. Il n'y a aucune combinaison sur coups de pied arrêtés. Ils ont joué des corners ou des coups francs, mais de manière aléatoire, sans conviction. Marseille, il y a des combinaisons qui sont faites, et ils sont souvent dangereux sur corner ou sous coup de pied arrêté. Et puis même dans le jeu, dans le projet de jeu, voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire, il y a un pressing très très haut, mais vraiment très très haut, et c'est agréable à voir jouer en fait, d'avoir une équipe qui a du caractère, qui a un projet de jeu, on a vraiment vu un match entre une équipe qui n'a pas de projet et une autre qui a un projet de jeu. C'est très flagrant. Un mot sur Guendouzi. Je vois beaucoup sur Twitter les gens pester contre le positionnement de Guendouzi qui est très haut. Et c'est vrai qu'il est très très haut. Il est même derrière les attaquants. Parfois, il reprend sa place au milieu de terrain, à la récup, mais très souvent, il est très très haut. Et c'est vrai que même moi, je me dis, il n'est pas très technique, il a une qualité de passe qui est moyenne. Disons que il est capable de faire des passes simples, mais pour faire des passes qui cassent des lignes, des passes, des avant-dernières passes ou des passes décisives, il n'est pas bon sur ce domaine-là. C'est pas quelqu'un qui a une grosse frappe, c'est pas un bon dribbleur, donc qu'est-ce qu'il fout aussi haut sur le terrain? Et puis je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour justement faire ses chevauchées et porter la balle vers l'avant. Eh bien moi je pense que c'est pas une si mauvaise idée, Guendouzi. Parce qu'en fait quand l'équipe adverse, alors je pense que quand Marseille a le ballon, Guendouzi si haut, c'est pas top, mais par contre quand Marseille n'a pas le ballon et que l'équipe adverse a la balle, la défense adverse a la balle, et bien là c'est très gênant pour l'équipe adverse d'avoir un Guendouzi qui te presse. Quand t'as Dante ou Viti qui ont le ballon en défense centrale et qui cherchent à relancer, déjà tu dois te taper, tu dois te farcir Alexis Sanchez qui vient presser. Alexis Sanchez, il est très agressif, on voit qu'il est un peu âgé, mais physiquement il est là, il est au point, il a le niveau, il a mis un doublé, franchement là il n'y a plus de débat. D'ailleurs, Milik est parti. Je crois que c'est même pas forcément la peine de trouver un remplaçant. Je crois que le remplaçant, c'est Alexis Sanchez, en fait. Je pense que Tudor prévoit de mettre Alexis Sanchez seul devant. C'est un super joueur. Il arrive à jouer dos au but, alors qu'il est petit. Il fait des courses, il fait des appels, il fait jouer ses coéquipiers. Il est agressif. Il est fantastique. Franchement, j'aime beaucoup Alexis Sanchez et je pense qu'il est capable de jouer tout seul devant. Avec un Luis Suarez qui rentre à la fin du match, c'est bien, c'est pas mal. Pour revenir à Guendouzi, donc tu as la défense adverse qui a le ballon, qui essaie de relancer. Donc tu te tapes à Alexis Sanchez qui te presse. Et puis si tu arrives à passer Alexis Sanchez, tu te retrouves avec un Guendouzi qui te presse. Et ça c'est hyper gênant parce que Guendouzi, de par son activité, son envie, il entraîne le pressing de ses coéquipiers. Et du coup, il aide l'équipe à presser très très haut. Et ça, c'est une bonne idée, je pense, de la part d'Igor Tudor. Avec le ballon, il faut qu'il progresse, mais il est capable de progresser, Guendouzi. Il est jeune. Mais sans le ballon, c'est une plaie d'avoir un Guendouzi aussi haut qui te presse sur le terrain. Donc ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Il a initié beaucoup de pressing, Guendouzi. Il donne envie aux autres de presser. C'est un joueur vraiment très précieux parce que quand tu le vois courir autant, bah t'as envie de courir avec lui. Et tu voyais même un Dimitri Payet qui pressait aussi l'adversaire haut. Et même en deuxième mi-temps, il y avait des pressings très très hauts avec 2-3 joueurs, Payet, Guendouzi, Rongier qui pressaient le même joueur. C'est très compliqué pour une équipe qui est en perte de confiance comme Nice de jouer contre une équipe comme Marseille qui est en confiance et qui te presse très très haut à la gorge. Après sur la prestation de Marseille, bah c'est très propre. Il y a un joueur que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est Rongier, qui est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment la pierre angulaire d'Igor Tudor. Il joue tous les matchs, il a le brassard. Là, c'était Payet qui avait le brassard, mais en temps normal, c'est lui qui a le brassard. Et il joue tous les matchs, en fait. Là, il y avait entre Vertou et Rongier. Bah, j'ai plus vu Rongier que Vertou. Donc, je pense que Rongier,
il va faire une très belle saison. Et c'est un joueur précieux qui fait des bonnes passes, qui presse, qui est agressif, qui a du caractère aussi, on dirait pas, mais il a du caractère. Et je pense que Tudor l'apprécie beaucoup. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah voilà, c'est propre, c'est impressionnant. Marseille est leader, je crois, au moment où je tourne cette vidéo, avant le match de Paris. Et bah, finalement, j'ai été inquiet pour Marseille. Mais finalement, je me rends compte que c'est très solide ce que fait Marseille. J'allais dire, pour débriefer ce match, que c'était le premier vrai test de Marseille face à une bonne équipe. En réalité, c'était pas un test le match de ce soir, tellement Nice a été faible. Le premier test de Marseille, ça va pas être Nice, ça va être une équipe comme Lens, Rennes, Lille et le Paris Saint-Germain. Et là, on va voir ce que ça donne. Et ça va être très intéressant de voir ça. Mais Nice était beaucoup trop faible aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo débrief à chaud vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre l'Olympique de Marseille et Nice. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!